Une coupure de 2 mois, là, ça y est, c'est reparti pour l'aventure des rencontres. Donc, voilà, il y aura, comme l'année dernière, une rencontre à peu près tous les 15 jours, et on démarre donc avec Toufan Koumtard pour son magnifique livre Le Feu du Milieu, qui a été pour Nicolas et moi une magnifique surprise. C'est vraiment un livre complètement différent de tous les livres qu'on a défendus jusqu'à aujourd'hui, et c'est ça qui est bien, de découvrir quelque chose de complètement différent. C'est pour moi un grand roman d'aventure, hein, mais aussi un roman de littérature qui nous parle de plein de sujets. Coucou, installez-vous. Qui nous parle de plein de sujets, mais tout ça à travers la littérature. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce roman. Et c'est foisonnant, c'est très bien écrit. C'est ça qui est vraiment pour moi un très grand moment de lecture. Et merci pour ce moment. Et voilà, je suis contente qu'on le partage ensemble, en tout cas ce soir pour la rencontre, et puis j'espère pour les lectures futures. Mais c'est vraiment un roman d'aventure, et c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de présenter au passe-papier, donc c'est chouette. Voilà. Et sinon, bon bah voilà, on est en train d'imprimer le programme des rencontres. On a un très beau programme jusqu'à d'ailleurs jusqu'à après, mais en tout cas jusqu'à fin décembre, puisque nous avons Muriel Barbery dans 15 jours, le 29 septembre, Marie Mimier pour Petite Sœur le 13 octobre, Monica Sabolo pour La vie clandestine, donc le 16 novembre, Alain Mabankou. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui compte, qui nous est très cher. D'ailleurs, Alain Mabankou, pour la petite histoire, on l'avait reçu ici. Ça a été une des premières rencontres qu'on a faites dans ce lieu ici, pour son premier livre qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge, qui racontait l'histoire d'un jeune africain qui arrivait à Paris avec tous les rêves du jeune qui arrive en terre promise et qui, évidemment, vite déchante. Et mais c'était, comme Alain Mabankou, c'est le faire un livre à la fois qui parle de choses assez terribles, mais tout ça avec un regard, avec le prisme de l'humour, et toujours en ne se prenant jamais au sérieux. Donc voilà. Et on retrouve vraiment cet esprit-là dans le commerce des allongés. Voilà, donc bref. Et puis Valentine Gobi pour ce très beau livre L'île haute, dont on parle beaucoup en ce moment, que vraiment, pour moi, peut-être le grand livre de Valentine. Voilà. Donc un beau programme de rencontre. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis. Merci. Eh bien, bienvenue. Merci. C'est comme vient de dire Catherine, un grand plaisir de vous accueillir, surtout pour ce livre qui a été un des premiers qu'on a eu entre les mains, un des premiers qu'on a eu au moment des présentations de la rentrée, là, au mois de juin, mai-juin, et qui, pour moi, je le dis tout de suite, pour moi c'est vraiment le chef-d'œuvre de la rentrée. Là, vous tenez vraiment la pépite, et ne perdez pas votre argent inutilement à acheter des pentes ou je ne sais quoi. Là, vous avez vraiment de quoi vous nourrir pendant longtemps et avec beaucoup de plaisir. Et c'est un livre qui est à la fois, comme l'a dit Catherine, très romanesque, très poétique, et en même temps qui brasse des mythes dans lesquels il y a une réflexion spirituelle, philosophique aussi, si on veut, et qui est vraiment un livre plein de rebondissements, quoi. Vraiment, on est happé par le récit du début à la fin, et enfin, c'est peut-être la qualité principale, c'est une très belle langue extrêmement poétique, dont on aura une illustration bientôt. Mais avant toute chose, je voulais vous poser une question très simple avant de rentrer dans le livre. C'est que je vois que c'est votre troisième ouvrage, troisième publication.
Et je voulais simplement savoir comment on arrive à ce livre-là, quand on a écrit déjà les deux précédents. Est-ce qu'il y a une filiation entre ces livres, ou est-ce que vous trouvez que ce livre-là est soit un aboutissement ou un nouveau départ dans votre écriture? Je dirais un nouveau départ. Alors, bonsoir à tous, merci d'être là. Je dirais que ce livre est celui que je suis le plus heureuse d'avoir écrit, on va dire ça. Parce que les premiers que j'ai écrits, j'avais écrit un recueil de nouvelles il y a maintenant plusieurs années, il y a maintenant plus de 10 ans, et un roman en 2018, et les deux étaient très liés à mes origines, au devoir de mémoire. Enfin voilà, j'étais un peu prise dans toutes ces urgences-là. En tant que, on parlait du premier roman de Mabankou, qui parlait du jeune Africain qui arrive en France et voilà, qui déchante. Et donc moi j'étais un peu dans cette posture-là, peut-être pas entièrement, mais quand même un petit peu dans cette posture de c'est où chez moi, est-ce que je suis bien chez moi, est-ce que voilà, et puis et mon pays d'origine, qu'est-ce que je peux en dire, qu'est-ce que je peux dire pour lui rendre justice, etc. Donc j'avais un peu tous ces questionnements-là en tête. Et donc ces deux premiers livres étaient une quête, on va dire, vers cette direction-là, alors que avec celui-ci, j'ai vraiment renoué. Voilà, je trouve les mots. On va dire qu'avec mes premiers ouvrages, j'étais dans des considérations de jeune adulte en devenir, qui découvre la littérature africaine, qui découvre les littératures de ses pairs et qui essaye de se frayer un chemin à travers cela, qui était un petit peu fâché avec des repères, des livres, des ouvrages venus d'ailleurs dans le monde, qui avait eu l'impression qu'on lui avait imposé, même si elle les avait aimés. Et puis avec celui-ci, j'ai pacifié tous ces rapports-là. Et j'ai renoué avec l'enfant que j'étais, tout simplement, qui a eu, oui, des influences littéraires venues de partout, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs, mais qui les a acceptées entièrement et qui s'est dit, écoute, qu'on te les ait imposées ou pas, c'est à toi maintenant, et maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Donc c'est pour ça que ce livre-là est vraiment celui dont je suis le plus fière et que je suis le plus heureuse d'avoir écrit. On a oublié de dire en commençant que vous êtes originaire des Comores. Tout à fait. Et que le livre donc se passe là-bas. Et il est empreint de toute une tradition, enfin de toute une tradition, de tout un tas d'histoires, de légendes, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce début de roman, justement, c'est de voir comment il commence, comment on commence un roman, comment on entre dans le roman, ce roman qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Gaïa et qui, au moment où commence le récit, à 11 ans, est donc une adolescente pratiquement, et on peut peut-être tout simplement, si vous êtes d'accord, lire le tout début et on en parle. C'était au mois de Muharram, durant la période des récoltes. Je n'ai jamais su nommer correctement les deux vents qui soufflent sur mon île, lequel est le Kashkazi, lequel est le Koussi. L'ordre de leur nom m'a toujours échappé, même à cette époque de mon 11e anniversaire. Je me souviens seulement que durant l'année, nous traversions toujours deux saisons, celle des pluies et celle des bourgeons qu'un vent frais caressait, et qu'à cette seconde saison, Tamou était toujours sévèrement enrhumé. Sous la caresse du vent, les feuilles des manguiers se frottaient comme les ailes des grillons. Celles des palmiers ployaient lentement à gauche puis à droite, et j'aimais voir les ruisseaux volter au-dessus des chevilles de mes camarades. La veille du jour de l'an, nous étions partis chercher du bois dans la forêt bordant la cité d'Itsandra, dans le bois d'Armaï. Il n'avait pas plu depuis 1 mois. Le bois était sec, juste ce qu'il fallait pour prendre feu. Le sol de sable et de roches s'enfonçait sous la plante de nos pieds calleux. Nous marchions du pas sûr et déterminé des enfants à qui l'on a confié une mission qui leur donne de l'importance. Nous étions 5 à accomplir cette tâche. Mlima, Ramla, Maka,
Olympe et moi. Lorsqu'approchèrent les parfums de mangue et d'eucalyptus, nous sûmes que nous étions arrivés à destination. Nous avions 2 heures pour collecter un maximum de branches, les plus sèches possibles. Olympe délimita la parcelle dont nous allions nous occuper et nous répartit dans 5 sections. Une fois notre bois ramassé, nous devions nous retrouver à l'entrée de la forêt pour fagoter nos branches et nous aider mutuellement à les charger sur nos têtes. Je partis en direction des bosquets de henné. J'étais ravie de mon affectation. Des manguiers et des litchis mâles y protégeaient les arbustes de leur ombre, et le sol était toujours jonché de leurs branches sèches. J'allais pouvoir cueillir des feuilles pour Tamou, celle qui tenait auprès de moi le rôle de mère. Lorsque j'approchais de ma zone, ma joie fut vite contrariée. D'autres avant nous étaient venus glaner du bois ici. Elles avaient laissé traîner des petits tas de branchages, trop fins pour brûler assez longtemps. Il me fallait chercher plus loin. Des rameaux obstruaient ma route, et je dus couper à travers les pieds de citronnelle sauvage et les orties. Merci beaucoup. Ce passage, vous l'entendez, il est finalement très, très lyrique, très sensuel. Il y a beaucoup d'abord de sonorité, et puis aussi un jeu très intéressant sur les diverses plantes, les odeurs, etc. Tout ce qu'on va trouver dans le livre ensuite. Et cette jeune adolescente qui en fait est une esclave, hein. Elle va rencontrer ensuite une fille de maître avec laquelle se nourra l'histoire du livre, mais pour l'instant c'est une esclave, et elle est très sensible à tout ça parce que justement elle a un surnom, c'est que on l'appelle pieds nus, c'est ça, parce qu'elle aime toucher le sol, sentir le sable, les branches, tout ça, avec la plante des pieds. Et la première chose qui m'a intéressé dans tout ça, c'est que quand on lit le texte, il y a tout un tas de mots qui sont en italique, et qui se rapporte à un glossaire qui est à la fin. Et je trouve que ça donne une poésie supplémentaire parce que finalement, je me pose la question plutôt, est-ce qu'un écrivain, ça n'est pas quelqu'un aussi qui élit un certain vocabulaire, quelqu'un qui amène un vocabulaire avec lui? Je suis totalement d'accord. Je pense que, pourtant, j'ai souvent eu des conflits intérieurs par rapport à cela. J'ai souvent eu à avoir des débats aussi avec des personnes que je connais sur cela. Est-ce qu'il faut apporter le vocabulaire de l'endroit d'où l'on vient? Est-ce qu'il faut nécessairement aussi, vous parliez des repères sensoriels, est-ce qu'il faut absolument parler du parfum des mangues, de l'eucalyptus, etc., alors que nous sommes dans un endroit, nous parlons peut-être à des lecteurs qui n'ont pas forcément tout cela à portée de main. Et puis je me dis, finalement, quand j'étais plus jeune et que je lisais Le Grand Mot, que je lisais les grands ouvrages de Dumas, eh bien, j'entendais parler de colchique, j'entendais parler de coquelicot, etc. Et pourtant, je ne savais absolument pas ce que c'était, je ne les avais jamais vus. Et puis j'ai eu ce qui m'a aussi marqué lors d'un voyage en Inde il n'y a pas très longtemps, c'est que quand j'ai vu la jungle indienne, j'ai cru voir les pages des ouvrages de Kipling s'ouvrir devant moi. Et je me suis dit, mais c'est quand même précieux. C'est là que je me suis dit, oui, c'est essentiel. C'est essentiel, oui, il faut le faire. Et donc c'est là que la réponse m'est venue. Je me suis dit, oui, écoute, je vais assumer cela, je vais le faire. Et c'est vrai que pour revenir à cette question-là, oui, je pense qu'en écrivant, en tout cas moi, dans ma démarche, en écrivant, j'aime amener des choses qui ne sont pas connues, qui ne sont pas forcément familières, mais dans un style qui est familier, dans une narration qui est familière, pour pouvoir mêler en fait mon univers à celui de l'autre, parce que c'est ce que tous les auteurs que j'ai lus m'ont offert et qui m'a permis aujourd'hui d'écrire. Donc c'est un peu une restitution, c'est un peu rendre ce que l'on m'a donné.
Et pour le lecteur, d'ailleurs, c'est tout à fait excitant parce que on se reporte sans arrêt à ce glossaire en fin de volume et on apprend énormément de choses. Alors c'est excitant aussi pour l'esprit et l'imagination. J'ai noté dans le tout début que, alors je ne sais pas comment ça se dit, c'est le mois de Muharram, c'est ça? Muharram, oui, c'est ça. Qu'il y a en fait un double mouvement, quoi. Disons, c'est le début du livre, mais en même temps, c'est le début de l'année et c'est le premier mois des 4 mois, 5, disons, du calendrier musulman. Et c'est aussi une période de récolte. Alors, c'est curieux, on commence sur le début de l'année dans une période de récolte. L'héroïne elle-même commence sa vie d'adolescente, enfin va commencer sa vie. On a l'impression que le début du livre, c'est plusieurs commencements, quoi, finalement. Et nous avons aussi une autre indication que vous nous donnez, c'est celle des deux vents contraires, qui sont les vents, en fait, de la mousson et des alizés. Et ces deux mouvements contraires, finalement, on va les retrouver plusieurs fois dans le livre, parce qu'on les retrouve déjà dans l'opposition des deux personnages, mais aussi il y a l'opposition de l'eau et du feu, l'opposition du savoir et des ténèbres, de la science et du fanatisme, par exemple, enfin, de la foi et du fanatisme, etc. etc. Donc, pourquoi est-ce que j'en ai... Oui, voilà. C'était pour nous dire si ce mouvement justement d'opposition toujours entre le jour était un moteur pour démarrer, et j'ai noté également que il y a un peu plus loin une opposition dans le double langage, sur une anecdote sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure si vous voulez, où des personnages parlent une certaine langue le jour et une autre langue la nuit. Alors oui, en effet, étant donné que c'est un livre dans lequel c'est un livre qui m'a aidé, qui m'a guidé. Moi, je considère vraiment cela, c'est que cette histoire-là, ces personnages-là, un peu comme des esprits, des fantômes. Arundhati Roy, l'écrivaine indienne, parle beaucoup de ça, de ces fantômes qui viennent parfois la hanter et à qui elle doit absolument rendre justice. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est que ces personnages-là m'ont guidée vers une certaine pacification de ce que je pouvais être, des opposés qui pouvaient constituer mon identité. Et pour moi, ça s'est fait vraiment de façon très naturelle. D'ailleurs, je n'avais pas noté toutes ces oppositions-là. Je pense que ça s'est fait à un niveau inconscient, mais c'est vrai que ça s'est fait de façon très naturelle. Et c'est vrai que cette dualité-là, à un moment donné, elle s'est un petit peu imposée. Et quand on regarde aussi la société comorienne dont je me suis largement inspirée, ce qui est génial, c'est qu'il y a certains lecteurs qui pensent que ça s'est produit aux Comores, et puis d'autres qui disent que ça s'est peut-être inspiré des Comores, puis des lecteurs comoriens aussi qui me disent « Écoute, j'ai eu l'impression, j'en ai une qui était très perturbée, une amie qui me disait « Écoute, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi, mais de ne plus reconnaître les meubles. » Alors je t'en veux beaucoup pour ça. Donc c'était très intéressant ces retours-là. Et donc, dans cette société, c'est une société dans laquelle, comme toute société, il y a énormément de contradictions. Il peut y avoir des doubles langages. Et par exemple, on raconte les contes, on les dit la nuit, parce que si on les dit le jour, on ne mangera pas pendant la journée. Voilà, il y a des légendes comme ça, des croyances comme ça qui existent. Et oui, je pense que c'était une façon très inconsciente, tout à fait inconsciente, de pacifier ces deux antipodes de l'identité. Il y a aussi des indications que vous nous donnez, mais dont je n'ai pas tout à fait percé le mystère, mais ça vous le verrez en le lisant, parce que par exemple, dans le passage que vous nous avez lu tout à l'heure, vous avez cité 5 prénoms d'amis de l'héroïne. Or, il y a 5 amis, il y a 5 parties dans le livre, il y a 5 princes, il y a 5 dés. Enfin, tout ça, on le découvre
fur et à mesure, et même plutôt à la fin d'ailleurs. Il y a une sorte de suspense parce qu'il y a des titres de chapitres dont on se demande ce qu'ils veulent dire au départ et on ne comprend qu'à la fin. Alors ça c'est très excitant aussi. Peut-être est-ce que vous pourriez nous lire aussi un passage et nous commenter une anecdote absolument savoureuse et qui est tout à fait dans le ton du livre sur le carrefour des barbes naissantes. La maison du maître se trouvait au carrefour des barbes naissantes. On racontait qu'à cet endroit même, un homme avait défié Féfoum, le Mafé, le sultan de notre région. Lors d'une de ses rondes matinales dans les exploitations agricoles d'Itsambra, le Mafé était passé par une plantation d'Ilang-Ilang, où ne travaillaient que des femmes. L'une d'entre elles, une certaine Urango, une femme à la peau lisse et aux mains endurcies par le labeur, qui traînait son corps plantureux comme on traîne un fardeau encombrant, lui avait tapé dans l'œil. Mais Urango, avec ses mains de travailleuse et ses rondeurs, appartenait déjà à un homme. Celui-ci était le guide spirituel de Milembeni, une ville voisine. Qu'importe, avait rétorqué Féfoum, elle serait sienne. Il avait convoqué le cadi de la région et lui avait ordonné de rompre l'union entre Urango et son mari. Le cadi lui avait répondu qu'il ne pouvait pas profaner le sanctuaire sacré du mariage sans autre raison que le désir d'un homme. Le Mafé, persuadé que le cadi ne faisait que défendre un savant comme lui, s'était déclaré offensé et avait fait emprisonner le cadi. Ce dernier n'avait pas protesté. À la place, il avait levé les yeux au ciel avec dévotion et proféré à voix basse une malédiction. Le souverain et toute sa descendance masculine seraient frappés de folie. Sa postérité serait assurée par des enfants hors mariage, et on reconnaîtrait ses rejetons à leur barbe éternellement clairsemée. La prophétie se réalisa dès le lendemain. Le fils aîné du Mafé, appelé à lui succéder, se réveilla avec un seul mot à la bouche, vanille. Il répéta ce mot toute la journée, répondit par le même mot à toutes les questions qu'on lui posait, et recommença le lendemain. Il eut beau tenter d'en prononcer d'autres, vanille fut le seul ensemble de sons que sa bouche parvint à composer. Cela le rendit fou. Il eut un enfant hors mariage, avec une femme qu'on lui avait interdit d'épouser. Un fils qui grandit normalement, dans l'ombre d'un père qui le surprotégeait et ne lui disait qu'un seul mot. À 10 ans, l'enfant apprit par un camarade ce que son grand-père avait fait au cadi, et dès lors, sa personne se dédoubla. Le jour, il se faisait appeler Nyoha, serpent, en comorien, et le soir, Hannas, serpent en arabe. Il eut des enfants, tous des garçons, à la barbe clairsemée. Au fil des années, on finit par nommer leur quartier le carrefour des barbes naissantes. Alors, merci. C'est très, tout à fait intéressant parce que tout ce qui est raconté là, on va en retrouver des échos plus tard dans le livre. Et en plus, je trouve absolument succulent, enfin savoureux, qu'un livre qui est finalement une aventure du langage, parce que c'est un livre qui commande beaucoup le Coran, qui est un livre très poétique, enfin où le langage a une très grande importance, que la punition suprême, ça soit de ne pouvoir plus dire qu'un seul mot, c'est-à-dire la privation de la parole. Bon, enfin, passons. Peut-être est-ce que nous pourrions parler maintenant de la rencontre avec Amima, qui est la deuxième héroïne, qui est l'amie en fait de Gaillard, et elle c'est une fille de maître qui est un peu plus âgée, mais enfin de quelques années à peine, je pense. Et elle apparaît littéralement dans le récit, on a envie de dire, c'est plus comme une apparition, tout à fait. chez Flaubert. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est une éducation sentimentale aussi, ce livre. Mais bon, passons. Et ce que je
je trouve très beau dans ce passage, c'est qu'il est extrêmement sensuel, parce que d'abord il y a tout ce langage, ces parfums, ce jeu aussi des corps, du rapport à la nature, parce que la première chose qu'elle lui demande, enfin qu'elle demande à Gaïa, c'est de lui apprendre à nager. Tout à fait. Et apprendre à nager, évidemment, on peut le comprendre de plusieurs manières, évidemment. Elle énonce aussi, pendant que je suis sur ce personnage, elle énonce trois interdits nous sont annoncés d'une esclave par rapport à une fille de maître. Et il y a trois choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Elle n'a pas le droit de la coiffer, sans quoi une partie de son âme passerait dans l'âme de l'autre. Elle n'a pas le droit de l'aider à s'enfuir, et elle n'a pas le droit de l'aimer. Et finalement, toute l'histoire du livre, ce sera d'enfreindre ces trois interdits. Exactement. Alors c'est intéressant de souligner déjà le fait que Halima demande à Gaïa, en la rencontrant, apprends-moi à nager. Pour moi, ce passage-là est très important parce que elle vit, cette jeune fille vit une situation que de nombreuses jeunes filles ont pu vivre dans la société dont je me suis inspirée, c'est-à-dire dans une cage dorée. Dans une cage dorée. Et on le leur répète tout le temps. Mais qu'est-ce que tu es chanceuse, mais tu es aimée, mais tu es l'aînée de la famille. Il faut savoir que Cocomar, par exemple, le père construit la maison pour sa fille aînée. Donc c'est quelque chose de très ancré. Alors il y a énormément d'avantages à cela, évidemment. Il ne s'agit pas de faire le procès des traditions, mais disons que dans la situation de ce personnage-là, cet avantage-là est aussi une cage dorée, puisqu'elle se retrouve dans une situation où elle est à la merci un peu de la volonté de sa famille, et en même temps, elle est dans un cocon dans lequel elle n'a pas forcément de rapport avec la nature, elle n'a pas forcément de rapport avec son propre corps, et puis avec la nature qui est autour d'elle. Et donc, quand elle lui demande de lui apprendre à nager, finalement, c'est comme si elle lui demandait apprends-moi à vivre, finalement, avec la vraie nature, avec tout ce qui est là, toi qui la connais. Et puis Gaïa, au début, évidemment, il se produit une sorte de bug dans son esprit, parce que Gaïa a été conditionnée à obéir. Et dans un lieu où, lorsqu'on est servant, on est obligé d'obéir, on a cet appel-là à l'obéissance qui est inscrit dans le corps. Il suffit qu'on prononce votre nom et puis vous vous retrouvez à vous lever. Oui, que voulez-vous de moi? Que puis-je faire pour vous? Enfin voilà, on le fait automatiquement. Et donc elle a ce dilemme-là à résoudre. Est-ce qu'elle va lui obéir et donc désobéir à la loi qui lui interdit d'interagir avec elle? Ou est-ce qu'elle va lui désobéir et enfreindre une autre loi qui est d'obéir à tout prix aux maîtres et à leurs enfants? C'est là que le dilemme va s'enclencher dans son esprit, et c'est là que va commencer à infuser l'idée d'une possible liberté. D'autant plus que ce qu'on dit, c'est qu'elle est en fuite parce que son père veut la marier à un homme qu'elle ne veut pas épouser. Qu'elle ne connaît pas. Et qu'elle s'est réfugiée dans la forêt où Gaillard ramasse du bois. Tout à fait. Donc ce premier rapport très sensuel avec la nature, la nage, etc., va subir, enfin me semble-t-il, je pense que c'est pour ça que vous l'avez vu à ce moment-là, un contre-coup absolument terrible dans le chapitre suivant, qui est peut-être non pas le châtiment, mais l'illustration de l'interdit sur le désir. Le refus du corps et le refus du désir, c'est-à-dire que notre héroïne, la Gaïa, va subir c'est une scène assez violente, comment dire, une opération. Pas une opération, mutilation. Une mutilation. Une mutilation. Et d'ailleurs, une mutilation dont on va s'apercevoir bien plus tard dans le récit qu'elle a là encore une autre signification. Mais bon, ça, on ne le dit pas pour l'instant. Mais est-ce que cette mutilation, elle représente l'interdit sur le désir ou alors la peur du désir?
Je pense qu'elle représente plutôt la peur. Alors je ne vais pas la dire, il ne s'agit pas d'excision, c'est autre chose, mais je pense qu'elle représente la peur du désir, c'est-à-dire qu'on voit une jeune fille qui grandit et qui s'épanouit, son corps s'épanouit, et donc tout de suite ça fait peur. Alors il y a plusieurs peurs. Il y a la peur alors il y a la peur de ceux qui sont autour d'elle, qui peuvent la convoiter. Donc pour te protéger, je t'efface une partie de toi. Et puis en même temps, il y a la peur aussi de cette jeune femme elle-même, en train de grandir. On a peur d'elle, on a peur de ce qu'elle pourrait vouloir, on a peur de ce qu'elle pourrait découvrir sur elle-même et de ce qu'elle pourrait poursuivre. Donc on veut tout de suite freiner ses ardeurs parce qu'à un moment donné, elle va de toute manière se retrouver en dessous d'un plafond, le plafond du mariage ou le plafond de... Voilà, à un moment donné, on va la calmer, on va lui dire, écoute... maintenant, tu vas te ranger, tu vas rentrer dans le rang, et puis voilà. Donc, pour prévenir, ça peut partir, ça part vraiment on va dire, d'une intention maternelle, d'amour, de bienveillance, etc. Et puis en même temps, d'un peu de, comment on va dire ça, un peu comme si ce sont les femmes qui matent les jeunes femmes, quoi. Tu ne seras pas femme tout de suite. J'ai bataillé longtemps pour avoir cette place, donc tu ne vas pas arriver toi comme ça avec tes gros sabots et venir me voler ma place. Donc voilà, donc il y a les deux, il y a toujours cette dualité-là aussi dans l'intention. Alors, plusieurs choses se passent que vous découvrirez. Puis, une deuxième partie nous transporte 10 ans plus tard, où on retrouve donc nos deux héroïnes, dont l'une d'ailleurs a trouvé un mari, enfin bon, on racontera ça après. Mais alors, une des choses que j'ai notées dans le début, et qui revient vraiment très souvent dans le livre, c'est toutes les scènes de cuisine qui là aussi sont d'une sensualité incroyable, parce il y a un personnage qui s'appelle Tamou, qui est la mère adoptive en fait de Gaillard, et à chaque fois d'abord on imagine beaucoup les odeurs, l'aspect des aliments, etc. Et quand elle cuisine, on a l'impression qu'elle y met toute sa sensualité, tout son amour, que c'est la façon de transmettre quelque chose et de donner l'amour qu'elle peut à sa fille adoptive, en tout cas. Tout à fait. Et il y a un thème dont on débat dans cette partie qui a accroché mon attention, c'est le thème de l'aide. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... Cette jeune fille, elle étudie le Coran, elle va à l'école, elle apprend son rad, etc. Et donc il y a diverses discussions dans le livre, soit sur des points de religion ou sur des discussions philosophiques, enfin bon, ouais. Et ce thème de l'aide est un des grands thèmes du livre, puisqu'il y a une phrase qui revient tout le temps, c'est il y a toujours des personnages qui disent aux autres, surtout les deux héroïnes, j'ai besoin de ton aide. C'est une phrase qui revient très souvent. Et là, vous avez une citation qui est très courte, je vais encore vous faire travailler. Très courte, mais très intéressante, je pense. Voyons, commencer. Qui commence à... et qui a dit... jusqu'à quelque chose comme ça. Rien n'est plus terrible pour le pauvre que la compassion. Elle fait éclater les bulles de paix que les miséreux parviennent à s'aménager et dans lesquelles ils s'enferment. Elle leur tend ensuite un miroir qui leur martèle. « Regarde, tu as besoin d'aide. Je vis tellement mieux que toi. Je vais t'aider. » Et qui a dit que nous avions besoin d'aide? La compassion, c'est du voyeurisme déguisé en charité, parce que sans misère, elle n'aurait pas lieu d'exister. Et quand bien même elle serait sincère, elle n'est d'aucune utilité pour ceux à qui elle s'adresse. Elle se nourrit de la misère, autant que celle-ci se nourrit d'elle. Qui, alors, du miséreux ou du compatissant, est le plus à plaindre?
Parce que justement, ce qu'on va découvrir dans le livre, enfin ce à quoi on va assister, chez cette héroïne, c'est quelqu'un qui va se battre pendant tout le livre, justement, pour ne plus être quelqu'un à plaindre. Tout à fait, pour ne plus être l'objet d'une aide. Et c'est vrai que c'est... Alors ça, c'est une gifle que moi je m'étais prise personnellement, parce que j'étais dans cette posture-là de regarde, tu as besoin d'aide. Enfin voilà, j'ai pu être dans cette posture-là un jour lors d'un voyage aux Comores, et puis la jeune fille à qui je l'avais fait sentir, je ne l'avais pas dit verbalement, mais je lui avais fait sentir qu'elle pouvait peut-être avoir besoin de moi. Puis elle m'a dit, mais voilà votre problème à vous là. Vous venez de là-bas et puis vous venez, puis vous vous croyez mieux et puis vous avez l'impression que vous venez nous aider et puis il faut arrêter avec ça, faut que tu arrêtes avec ça. Et on n'a pas besoin de votre aide. Je n'ai pas besoin de ton aide. Pourtant, moi, je la voyais dans une situation très difficile. Hein. C'est une jeune fille qui donnait un peu d'elle-même pour pouvoir payer ses études, etc. Mais voilà, elle me l'a renvoyé, cette claque-là, à la figure. Et oui, elle m'a appris quelque chose. Elle m'a appris quelque chose. Et puis, pour en revenir brièvement à la cuisine, je pense que si c'est aussi... si j'ai autant développé cet aspect-là, c'est aussi parce que, souvent, c'est un peu un hommage à certains romans, comme ceux de Jane Austen, par exemple, qu'on a pu qualifier de romans de bonne femme, parce que ça se passe derrière les jardins, dans les arrière-cours, etc. Et puis, c'est l'univers féminin que moi j'ai découvert, c'est l'univers de la cuisine, et il s'y dit énormément de choses que l'on n'entend pas à l'extérieur, et que l'on ne soupçonne pas. Et il s'y passe aussi énormément de choses qui ne tournent pas forcément autour des hommes, autour des maris. Et j'avais envie de rendre un peu le suc de ce qui s'y passe réellement. Voilà. Diverses aventures se passent, notamment la disparition d'un mari, d'un autre qui veut prendre sa place, etc. Enfin bon, ça vous découvrirez toute cette intrigue en le lisant. Mais maintenant, j'aimerais aborder un autre passage, c'est vers la page 100 à peu près. Il y a l'intervention des nouvelles voix dans ce livre, c'est-à-dire tout un chapitre assez long en italique. Et en fait, ce passage en italique, ce n'est plus notre héroïne qui parle, mais c'est Halima, c'est son amie, donc, qui raconte ça de son point de vue. Et alors c'est toujours intéressant dans les romans quand on passe d'une énonciation à une autre, quand on a le roman qui se déroule et puis on a une page de journal où on a des correspondances, où c'est un autre personnage qui parle, enfin tout ça est tout à fait excitant pour l'esprit, mais je me suis dit aussi que c'était une façon peut-être aussi de mélanger les voix et par là aussi métaphoriquement de mélanger aussi les corps, de mélanger les esprits et les corps. Et ce thème du mélange, je l'ai retrouvé dans une discussion qui est un peu plus loin sur les nations qui changent de forme, qui se transforment. Est-ce qu'il faut garder les traditions, quoi, en fait, ou est-ce qu'il faut accepter les changements en se disant qu'il n'y aura plus, que le monde d'avant n'existera plus, que le monde d'après ne sera pas comme aujourd'hui, etc. Enfin, j'ai noté un verset que vous citez, qui est l'un des préférés de personnages, c'est nous avons établi des nations et des tribus afin que vous puissiez vous rencontrer les uns les autres. Non pas que vous imposiez, mais que vous vous rencontriez. Et le pays dans lequel je suis née, donc les Comores, dans lequel je n'ai pas forcément grandi, c'est peut-être pour ça que j'ai pu avoir la chance d'avoir ce regard extérieur aussi, d'observatrice, parce que je n'y ai pas passé mon enfance, j'ai passé mon enfance à l'extérieur, et quand j'y suis rentrée, j'étais à la fois rentrée dans mon pays d'origine et en même temps étrangère aussi. Donc c'était un peu, la place d'observatrice, c'était un peu la place la plus, on va dire, la plus réconfortante pour moi,
C'était d'observer un peu ces gens qui tantôt m'acceptaient, puis tantôt me prenaient pour la petite fille privilégiée qui a pu voir d'autres pays et puis qui revient là et qui se croit un peu mieux que tout le monde. Donc c'était un peu la place la plus confortable. Et c'était une bonne place parce qu'elle m'a permis justement d'observer comment cette société-là fonctionnait et d'observer ces traditions-là justement, cette histoire. Alors ce sont des traditions dont on est très 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 fiers et dont on est persuadé qu'elles sont issues de ce terreau-là, de ce pays-là. Je vais en fâcher certains en disant ce que je m'apprête à dire, mais quand on regarde dans l'histoire, je crois que c'était dans un livre photographique que j'avais vu, sur lequel j'étais tombée complètement par hasard, et qui parlait du périple de l'islam à travers la côte Swahili. Et donc j'ai vu, à travers les photos, à travers les tissus qui étaient photographiés, qui venaient du sultanat d'Oman, qui venaient de la Somalie, de l'Ouganda, enfin de tous ces pays-là, eh bien j'ai vu les tissus traditionnels que nous portons pendant les mariages, pendant les grandes cérémonies. Et c'est ce qui m'a fait, ce qui a donné ce déclic-là dans mon esprit, c'est aussi le jour, il y a très longtemps, mais je pense que ça a participé, ça fait partie des graines qui ont ensemencé la terre qui va donner naissance à ce livre, c'est que je discutais avec une maître de stage, tout bêtement, puis je lui avais montré une photo de mes parents en habit d'apparat pour le mariage d'une de mes sœurs. Et mon père portait un kandou, un boubou orange, ocre tirant vers le orange, et puis ma mère portait le vêtement traditionnel des femmes comoriennes pendant ces occasions-là, que vous pourrez regarder, que vous pourrez voir en regardant sur internet, parce que je ne pourrais pas assez bien le décrire. Et la question de ma responsable de stage m'a littéralement scotché, parce qu'elle m'a demandé et qu'est-ce que ça signifie ces tissus? Et j'ai été complètement incapable de lui répondre. Et c'est là que j'ai commencé ma petite crise. Je me suis dit, mais mince, mais oui, mais dans de nombreux pays, on sait ce que signifient ces tissus-là, et moi, je suis complètement incapable d'y répondre, alors que je me targue d'avoir cet héritage-là. Donc il faut que j'aille voir, il se passe quelque chose, il faut que j'aille voir. Et c'est un peu caractéristique des populations insulaires, mais voilà, il fallait que j'aille voir derrière, je ne pouvais pas me contenter du fait qu'on était insulaire et que donc on n'avait aucune idée des apports qu'il y avait eu. Il fallait que j'aille creuser derrière. Oui, ça vient d'Inde, mais d'où en Inde? Oui, ça vient d'Oman, mais d'où à Oman? Mais qu'est-ce que ça signifiait à Oman avant d'arriver ici? Enfin voilà, il fallait vraiment que j'aille creuser là-dedans. Et je pense que ça a été une belle aventure, parce que c'est là que j'ai découvert que oui, le mélange est possible. Et on ne s'en aperçoit pas, finalement. On ne s'en aperçoit pas. Et quand les nations se mélangent comme ça, ben, elles l'ont toujours été, finalement. Elles se sont toujours mélangées. Et je pense qu'on est dans le pays qui, historiquement, même avant l'arrivée de gens qui me ressemblent plus ou moins, je pense qu'historiquement, on est dans un pays qui a connu énormément de mélanges aussi, mais d'une façon tellement, on va dire, tellement diffuse, et avec une telle teneur qu'on ne s'en aperçoit plus, finalement. Et c'est ça que moi j'ai trouvé, magnifique. Et en effet, c'était aussi pour mélanger ces récits. Et il y a d'ailleurs une autre réflexion un peu du même genre qu'on trouve plus loin dans le livre, mais un peu de la même nature, c'est que s'affrontent en fait deux visions du monde à un moment entre les savants et les érudits du livre. C'est soit la première vision, c'est soit il faut que tous les savoirs soient regroupés en un même lieu pour qu'ils interagissent ensemble et qu'on ait la puissance qui va avec ce savoir, ou bien, au contraire, il faut que ces savoirs soient disséminés dans divers endroits pour que justement, enfin vous pouvez l'expliquer, qu'on fasse la démarche d'aller chercher ailleurs. D'aller chercher ailleurs, tout à fait. Et c'est la première fois qu'on parle de cet aspect-là. C'est l'un de mes aspects préférés. Et ce que je voulais aussi que ce soit à ce questionnement-là que le lecteur soit confronté et qu'il puisse décider par lui-même finalement si c'est ce qu'il voulait ou pas. Moi personnellement, j'ai ma propre préférence entre les deux démarches, mais la réflexion que je menais par rapport à ce passage-là, c'est finalement, est-ce qu'on peut avoir totalement confiance
en notre propre... Enfin, quand on regarde un peu l'histoire, la manière dont elle se déroule, est-ce qu'on est à même, c'est un peu comme l'histoire de la bombe atomique, est-ce qu'on peut avoir totalement confiance en la personne qui est en face du bouton rouge? Ou est-ce que... Voilà, on sort quand même d'une période durant laquelle on était tous tenus par cette question-là. Donc est-ce qu'il faut avoir confiance ou est-ce qu'il faut plutôt se dire que ce qui importe c'est la découverte? Est-ce qu'il faut tout posséder ou est-ce qu'il faut plutôt tout chercher, tout rencontrer? Parce qu'en cherchant, on finit par trouver des choses que l'on ne cherchait pas forcément, un peu comme quand on regarde un dictionnaire. Moi, j'étais une inconditionnelle de dictionnaire plus jeune, et puis j'ouvrais, et puis je cherchais Adonis, et puis je trouvais Apollon, et puis tiens, c'est intéressant, donc j'oubliais complètement ce que je cherchais. Et en tout cas, c'est cette démarche-là que je trouvais belle, et c'est ce dilemme-là que je voulais mettre en avant, en effet. Autre chose aussi qui se manifeste beaucoup à ce moment du livre, enfin au moment où on va peut-être aborder une autre partie de l'aventure, disons, c'est cette dualité qu'il y a toujours entre ce qu'on perd et ce qu'on gagne, quoi. Parce que, par exemple, il y a ce double mouvement toujours. Par exemple, notre héroïne perd sa mère, enfin sa mère adoptive disparaît. Donc, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est enlevée, on ne sait pas, on suppose. En tout cas, elle disparaît. Et en même temps, il y a la compensation, c'est qu'elle découvre sa force en même temps. Et est-ce qu'il faut perdre quelque chose pour découvrir ce qu'on est? Je pense. En tout cas, je pense qu'on perd. Je pense que quand on perd, il ne faut pas s'en... Comment dire cela? Je pense que j'ai découvert cette question-là. Cette question s'est posée à moi, personnellement, puisque j'étais en train d'écrire le livre. Je l'ai commencé à une période où je venais de perdre mon père, qui a été un pilier que j'adorais, que je vénérais. Et donc, ça a été un moment où où j'ai eu où j'ai découvert, finalement, comment il était quand il était plus jeune, et que je me suis rendu compte que peut-être que le fait de perdre quelqu'un, le fait que le piédestal soit soudain vide, le fait qu'on se rend compte que finalement, peut-être qu'on devrait peut-être y monter, peut-être voir ce que ça fait, et puis peut-être qu'on se rend compte que finalement il n'existe pas, et qu'en fait tout ce qu'on lui attribuait comme force motrice, on l'apporte peut-être aussi en soi. Donc ça, c'est un passage que j'ai écrit, mais vraiment de façon... C'est un passage que j'ai vécu. Ce sont des passages que j'ai vécus personnellement, et ça a été libérateur pour moi de me rendre compte qu'on pouvait perdre, mais que ce n'était pas une fatalité, que ce n'était pas une raison de s'apitoyer et puis de rester à terre, tout simplement, mais que finalement, quand on va tout au fond, on se rend compte finalement qu'il y a une force, une partie de la force que l'on attribuait à l'autre, et qui finalement était en nous, mais on ne s'en rendait pas compte parce qu'on était tellement dans l'admiration de la figure qu'on ne se rendait pas compte que finalement en soi il y avait aussi quelque chose, il y avait aussi cette force-là. Alors, il y a une chose très importante dans ce livre, je crois que vous l'avez compris parce qu'on a fait pas mal d'allusions depuis le début, c'est l'importance de la lecture du Coran, l'importance du Coran. Et pourquoi? Parce que lire, c'est pas seulement lire, c'est pas seulement apprendre à lire, mais c'est aussi, enfin, moi j'y trouve trois fonctions en tout cas, c'est à la fois d'abord déchiffrer, interpréter, et puis défendre ou contester suivant ce qu'on en pense, et surtout défendre ce livre contre les fanatiques qui le détournent comment à leur profit, et comment ils pervertissent en fin de compte les principes qui sont dans le livre. Je parle du point de vue de l'héroïne, et notamment sur la question de la soumission des femmes qui la révolte beaucoup, enfin qui l'a fait beaucoup réagir, beaucoup réfléchir. Et peut-être est-ce que on peut lire ces quelques lignes qui nous disent, voyez ici,
qui nous disent aussi à quel point c'est un livre poétique. Avant de lire ce passage-là, oui, c'est ce que je tenais à souligner, c'est que je n'ai pas voulu faire d'exégèse, enfin me lancer dans de grandes envolées d'interprétation, parce que ça a été fait, c'est fait, et ça sera fait de toute manière. Mais j'ai voulu plutôt revenir à la langue elle-même. Le Coran est écrit dans une langue du désert, hein, une langue de bédouins. Il le dit lui-même, c'est écrit dans ce livre-là. Ce Coran est en langue arabe. Et puis c'est très fascinant parce que le mot arabe, en arabe, signifie la franchise, franc. Et donc j'ai trouvé ça fascinant, franc comme Clovis le Franc. Moi j'ai un rapport comme ça dans le langage, vraiment dans la langue, uniquement dans la langue, sans me lancer dans autre chose. Je me suis dit, mais si j'aborde ça comme j'aborderais le Ramayana, ou enfin les grands ouvrages un peu mythiques comme ça, si j'aborde cela uniquement comme un ouvrage comme ça, avec des histoires inspirantes, un peu comme les Métamorphoses d'Ovide, qu'est-ce que ça donnerait ? Et c'est peut-être l'un des derniers, en tout cas l'un des rares ouvrages qui sont abordés sous cet angle-là, et j'avais envie de l'aborder sous cet angle-là. Alors, c'est là. La seule chose qui me reliait réellement au Fundi, c'était le Coran. Nous en étions tous les deux éperdument amoureux. De sa poésie, de ses sons, qui faisaient corps avec la signification des mots qui le constituaient. Les consonnes glissantes du mot « mer », « bahr », m'emportaient avec elles sur les vagues. Celle du mot « riyah », le vent, me faisait survoler les collines de mon île, assise sur un nuage. Mais mon préféré, c'est le mot que l'on traduit par guider, faire changer. Il sonne comme un soupir, une exhalaison, l'expiration de l'être qui se languit d'une rencontre appelée à changer le cours de sa vie, Mar. Et ce qui est très beau également, c'est qu'il y a ce livre, donc Coran dont on parle beaucoup, parce que la jeune fille l'étudie tout simplement. Et, parce qu'elle y a grandi et que c'est son univers. Et il y a aussi, d'ailleurs je vais signaler un personnage qui est très intéressant, parce que je voulais dire, voilà, il y a un deuxième livre, c'est celui-là, c'est le roman, la question du roman, quoi, en fin de compte. Et il y a un personnage qui est tout à fait intéressant, c'est une servante aussi, qui s'appelle Mina, qui est celle qui sait. Et pourquoi est-ce que c'est celle qui sait ? Parce que c'est la conteuse du groupe, c'est celle qui raconte des histoires. Alors, on peut dire c'est une manière d'écrivaine, si on veut. Et d'ailleurs, elle fait une opposition, enfin, il y a une opposition dans le livre, entre ceux qui répètent, qui récitent des histoires déjà faites, et il y a ceux qui les inventent. Et d'ailleurs, il y a un passage très drôle, on ne dira pas là, mais que je vous signale une histoire de zèbres et de chasseurs. Et alors, ceux qui récitent les histoires voient un zèbre, et ceux qui les inventent voient un prince. C'est à fait. Et donc voilà, cette fonction du roman, est-ce qu'elle n'est pas matérialisée dans le fait que, à partir d'un certain moment, le roman, c'est ce qui va nous permettre de chercher de l'autre côté des choses, de passer dans d'autres vies. Oui, de passer de l'autre côté du miroir, tout simplement, et pour reprendre quelqu'un, je pense qu'il nous est cher à tous, mais oui, le fait de la fonction de conteur, déjà, la fonction de conteuse, comme Lima et puis Tamou aussi vont prendre, pour moi, elle est très importante parce que, pour moi, en tout cas, c'est mon positionnement personnel, conter, c'est aussi créer. C'est d'abord créer, parce que de toute manière, on ne peut pas garder totalement en mémoire un événement qui est arrivé depuis plusieurs siècles sans y ajouter un petit peu de son propre intérêt. Donc, quitte à y ajouter quelque chose qui est lié à son propre intérêt, pour moi, autant inventer quelque chose. Et donc, je pense que conter, c'est aussi inventer. Et inventer, c'est aussi inviter les autres, je pense que à aller voir ce qui se passe derrière, ce qui s'est passé avant,
ce qui a expliqué, a tenté de trouver une explication à comment on en est arrivé là. Je pense que les premiers psychologues, ça devait être les conteurs. Je pense que c'était eux les premiers psychologues parce que, en tout cas, les conteurs, les troubadours, les griots, etc., je pense qu'ils sont les premiers conteurs. Moi, à chaque fois que j'ai besoin, que j'ai un blocage dans ma vie ou que j'ai besoin d'en savoir plus sur mon histoire personnelle, familiale, la première personne que je vais voir, ce n'est pas un généalogue ou un médecin de famille, c'est vraiment le conteur. C'est le conteur que je vais aller voir, ou c'est la grand-mère qui sait plein de choses, et je vais lui demander, mais comment c'était avant, comment étaient mes aïeux, etc. Comment est-ce que cette ville s'est peuplée? Et c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, certaines vérités sur le thème de l'esclavage aux Comores, qui est un thème qui a été abordé très très récemment, qui est encore assez difficile à mettre en avant. Et ce thème-là, je l'ai découvert en discutant avec une grand-tante qui me disait, écoute, la ville d'Itzandra, par exemple, a été peuplée. Le peuplement a commencé un jour où un navigateur venu d'Oman s'est échoué sur les rives, et une jeune femme noire, comme le charbon, est venue le sauver de la nudité en le couvrant de son châle, et lui, pour la récompenser, il a proposé de l'épouser. Bon, quand on y regarde de plus près, il y a des travaux d'anthropologues évidemment qui se sont penchés dessus, mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que bon, c'est un peu une histoire d'esclavage. Mais en allant chercher ces histoires-là et en y posant un regard qui n'est pas donneur de leçons, qui n'est surtout pas donneur de leçons, mais un regard un peu circonspect, un peu observateur, eh bien on découvre énormément de choses, et c'est là que je me suis dit d'accord, donc c'est pour ça que dans une même famille, on peut dire d'une personne, elle est belle, c'est la plus claire de la famille, elle est magnifique, et puis de l'autre, alors elle est très foncée, mais elle est belle quand même. Donc voilà, ce sont on se rend compte que c'est de là que ça vient. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas la revendication pure et dure, mais c'est plutôt, tiens, c'est intéressant, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Voilà. Et, je dois dire, dans ma lecture, quand j'étais arrivé à peu près à la moitié du livre, qui était déjà absolument formidable, je me disais, bon, ça va finir par s'essouffler, quoi. Et alors, pas du tout, quand on arrive à la moitié, ça repart de plus belle. C'est incroyable, c'est une des aventures absolument haletantes. Et parce qu'il faut dire, en deux mots, on peut dire que les deux filles, les deux personnages là, font des expériences, enfin de passer justement de l'autre côté du miroir pour essayer de retrouver des êtres chers, perdus, enfin, elles ont toute une quête, peut-être est-ce qu'elles cherchent même encore autre chose. Et là, ça nous évoque beaucoup de choses, ça évoque beaucoup de mythes. Par exemple, elles prennent toujours une barque pour passer de l'autre côté, qui évidemment nous évoque la barque de Caron, le mythe de la descente aux enfers, tout ça, enfin bon. Je vous dis pas tout, mais il y a une chose qui est géniale, c'est qu'elle s'incarne dans divers personnages dont je ne vous fais pas la liste. Ça ne gâche rien, ça ne gâche rien. Dont je ne vous fais pas la liste, mais alors c'est savoureux au possible, parce que en même temps, elles ne comprennent pas exactement ce qui se passe, mais parce qu'elles apprennent en même temps, quoi. Et tous ces rebondissements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer, nous évoquent un peu, je ne sais pas si vous reconnaîtriez cette filiation, le roman picaresque, et notamment à un moment où vous parlez, elle s'incarne dans, bon ça je le dis, mais enfin, elle s'incarne dans le personnage de Cervantes, mais pas quand il est le Cervantes qui écrit Don Quichotte, mais le Cervantes quand il est encore guerrier. Et un Cervantes qui d'ailleurs, alors ça je ne sais pas ce que vous avez voulu dire par là, qui tue Sancho Panza. Oui, quelque part, oui. Mais bon. Et donc, oui, voilà, c'est simplement pour vous demander si vous reconnaissiez cette filiation, peut-être avec le roman picaresque, et puis, par exemple, Cervantes, qui est un peu le père du roman moderne, si on veut, même des écrivains comme Kundera, par exemple, s'en réclament encore. Ah, mais j'en suis très flattée, j'en suis très honorée. J'en suis très honorée. Et je voulais en effet qu'elles vivent. En fait, je voulais que des personnages féminins
ne soit pas uniquement, non pas que ce ne soit que ça hein, dans les romans, hein, mais je ne voulais pas qu'elle soit réduite à la souffrance qu'elle pouvait subir ou à la situation dont elle pouvait être ou aux personnes dont elle pouvait être le jouet. Je voulais qu'elle vive des choses et des choses qui les bousculent et qui les amènent à prendre des décisions pour elles-mêmes. Donc c'est intéressant que vous ayez noté le passage de la barque. Je voulais vraiment qu'elles aient des temps de transition comme ça, et puis à un moment donné, qu'elles soient jetées dans un monde qui apparemment n'était pas du tout le leur, et que finalement elles se rendent compte que même à des milliers de kilomètres et des années, plusieurs millénaires en arrière, les gens se posent exactement les mêmes questions, la même question, parce que pour moi la question fondamentale, on se la pose tous hein, depuis longtemps. Pour moi, la question fondamentale dans ce livre, ça ne dévoile absolument rien du livre, mais la question fondamentale, c'est suis-je digne d'amour, suis-je digne d'aimer, finalement. Peu importe qui je suis, que je sois un homme, que je sois une femme, que je sois... voilà, est-ce que je suis aimée? Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part? Voilà, est-ce qu'il y a un moyen pour qu'à un moment donné, je me sente digne de cette élection qu'est l'amour? Enfin, voilà. Donc c'était une invitation pour moi à ce qu'elles osent se lancer dans ces aventures-là, camper d'autres époques peut-être, et puis finalement se poser certaines questions qu'elles ne pouvaient pas se poser dans la cage dans laquelle elles étaient cantonnées. Oui, parce qu'il faut dire d'ailleurs qu'elles font des tas d'expériences qui sont pas tellement recommandées généralement dans les religions, et notamment amoureuses, ou des changements de corps, des changements de genre, des choses comme ça, quoi. Tout à fait pertinent. Alors, voilà, une chose qui m'a intrigué, c'est que Halima a chez elle, enfin, dans la maison de son deuxième époux, une pièce un endroit qui apparaît et disparaît de façon très mystérieuse, avec un mur qui s'écroule, enfin qui est fait écrouler à chaque fois, et puis une pièce dont on ne sait pas exactement comment on y accède, etc., qui est l'observatoire. Merci. Et alors, cet observatoire, d'abord je m'interrogeais un peu sur sa fonction, un observatoire comme le monde pour observer les étoiles, par exemple, ou pour observer l'horizon. Alors, je me disais, est-ce que c'est une façon d'appréhender le monde, de regarder le monde? Est-ce que c'est l'observatoire du savoir, d'avoir une vue sur le savoir, un observatoire aussi peut-être sur soi-même, et peut-être est-ce que le roman lui-même est le lieu justement et l'observatoire idéal? Alors l'observatoire, je suis très très heureuse que vous en parliez, parce que c'est mon refuge préféré dans ce roman, et c'est un refuge qui reflète un autre refuge que j'avais lorsque ma famille est rentrée aux Comores, que j'allais souvent, je montais souvent sur une petite colline et sur un petit promontoire comme ça, et j'essayais de regarder un peu de haut, un peu les étoiles, la mer, et puis les toits, j'essayais de compter tout ce que je pouvais voir, comment le paysage se dénivelait petit à petit jusqu'à la mer, et puis comment après on s'envolait vers les étoiles. Et quand j'ai découvert qu'il existait des observatoires, mais pas seulement maintenant, pas la NASA, mais quand j'étais adolescente et j'ai découvert qu'il existait, je pense que c'est vers le XVIe siècle, un Raja indien qui a décidé à Jaipur de créer le tout premier observatoire dans sa région. Ça s'appelle le Jantar Mantar, je crois, si je ne me trompe pas. Jantar Mantar ou Yantra Mandir, je crois que ça porte les deux noms. Quand j'ai découvert que quelqu'un avait exprès construit un promontoire comme ça, comme celui que moi je volais un petit peu, parce qu'on m'appelait très vite, hein, mais rentre, il est tard, voilà, tu te fais faire attaquer. Et donc quand je voyais qu'il y avait des gens qui y avaient pensé, qui l'avaient fait à dessein pour observer les étoiles, je pense aussi à Ulugh Beg, le petit-fils de Tamerlan en Ouzbékistan, dont Jean-Pierre Luminet a écrit un très très beau livre aussi. Et donc
voilà, ce concept, ce principe de créer un observatoire uniquement dédié à l'observation des étoiles, mais j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, mais ça n'a aucune autre utilité à part celle-là. Et peut-être que c'est celle-là la plus grande, la plus belle des utilités. C'est d'observer d'où l'on est venu, et puis d'observer où l'on va, et puis d'observer tout simplement ce qui s'offre à nous. Et je voulais, pour moi, l'observatoire, c'était un cadeau que j'offrais à mes personnages qui n'avaient pas finalement l'occasion, le temps, l'opportunité de pouvoir s'arrêter tout simplement dans leur vie un peu ballottée à gauche et à droite, de s'arrêter à un moment donné et puis de regarder ce qu'il y avait autour d'elles. Donc pour moi, c'était un cadeau que je voulais leur offrir. Et c'est vrai que le roman, maintenant que vous le dites, je ne m'en étais pas forcément aperçue, mais le roman a aussi joué le rôle d'observatoire, le rôle de pilier, le rôle de lieu où l'on peut se poster, de poste d'observation tout simplement, de prendre du recul et puis de regarder. Et c'est finalement ça qui leur a le plus manqué, en tout cas dans les débuts. C'est un endroit, un peu une chambre à soi, mais je dirais un observatoire à soi finalement. D'ailleurs, pour terminer sur ce rôle du roman qui raconte toujours plus que ce qu'il raconte, vous avez une très belle formule vers le milieu du livre qui dit « Tout message cache un autre message ». Et en un sens, l'écriture et la littérature est une énigme, et je vous pose la question, est-ce que c'est une énigme, et est-ce qu'elle porte en elle une énigme toujours? Et pour ce qui est de l'écriture, je ne peux pas dévoiler une chose, une trouvaille géniale à la fin, qui est la dernière incarnation du personnage, enfin qui a quelque chose à voir avec ce qu'on est en train de dire là, avec la question de l'écriture. En effet, alors j'ai cette notion-là du message qui cache un message et de l'énigme qui porte en elle une autre énigme, elle m'est venue, cette notion-là, d'une référence qu'on peut qualifier d'enfantine, mais finalement, c'était, comme je le disais au début, c'était un peu faire la paix avec l'enfant que j'ai été. Ça m'est venu ça peut être très drôle, hein, ça m'est venu du générique de fin d'un film d'animation de Michel Oslo qui s'appelle Azur et Asma, qui m'a littéralement, qui m'a énormément marqué. Et dans la chanson de la fin, la chanteuse dit, à un moment, alors elle chante en arabe, puis elle dit « Toute histoire a sa propre histoire, son propre temps, son propre sens ». Et quand j'ai entendu cela, oui, ça a beaucoup tourné dans ma tête. Et voilà. Et donc ça a été un des déclencheurs. Il y a beaucoup de déclencheurs à ce livre, mais ça a été un des déclencheurs de ce livre. Et ça s'est vérifié. J'ai réobservé un petit peu ce que j'écrivais, ou ma vie, ou les livres que je lisais, et ça a fait sens. Ça a fait sens. J'aimerais dire pour terminer, et je vous laisserai la parole bien sûr, que le but de ce livre, enfin, toutes ces aventures, toutes ces réflexions ne sont pas vaines du tout, puisqu'elles conduisent tout de même à offrir au personnage une certaine liberté, parce qu'elle apprend finalement à décider, à agir par elle-même et pour elle-même, et d'être responsable de ses actes. Et ça, je me demande si ça n'entraîne pas ce qui est peut-être la conclusion du livre, c'est-à-dire un éloge de la liberté, de la sagesse et de l'amour, qui est le dernier mot du livre, c'est aimer. Tout à fait, je dirais que c'est un éloge de la recherche de la liberté, de l'amour, de la découverte. Vraiment, c'est le cheminement vers cela, je trouve, qui en vaut vraiment la peine. C'est-à-dire qu'au départ, on peut avoir l'impression qu'elles sont un peu parquées, un peu dans un carcan, etc. Et que ça aurait peut-être été mieux qu'elles aient eu dès le départ la liberté
entre les mains. Mais finalement, je me suis rendu compte, même moi, en finissant, je me suis rendu compte que finalement, ce qui est beau, c'est le chemin qui y a mené. Et que finalement, c'était pour elle, c'était pour Gaïa, en tout cas, et pour Anima aussi, cette situation-là qu'elles ont connue, cette vie qu'elles ont connue, c'était une chance. C'est une chance. C'est une chance parce que c'est une question qui leur est posée. Je te mets là, je te pose là, dans une petite cage, dans un petit espace bien confiné comme il faut. Trouve la porte. Ouvre, comme Lewis Carroll disait à Alice, ouvre la porte. Enfin, trouve. Alors ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Écoutez, c'est une très belle conclusion. On peut peut-être garder quelques instants si vous voulez intervenir ou poser des questions, ou ceux qui l'ont lu, ou ceux qui seraient intrigués par quelque chose. Le temps que vous réfléchissiez, je dis quelque chose que j'ai complètement oublié de dire au début en vous présentant. C'est une chose importante, c'est que ce livre paraît aux éditions Le Bruit du Monde. Et ce sont des nouvelles éditions qui ont commencé à faire paraître des livres au mois de janvier, donc c'est très, très récent. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, on avait reçu Christian Astolfi, qui avait fait un très beau roman, là, et qu'on a reçu au mois de juin, je crois. Oui, c'est ça. C'est une de nos dernières rencontres. Et c'est une très belle maison, donc par Marie-Pierre Gratieux, qui était avant chez Gallimard, Adrien Servière, et une formidable éditrice dont nous parlions Merveilleuse éditrice tout à l'heure, qui était avant chez Actes Sud et qui a déserté pour l'aventure du Bruit du Monde, et qui est Marie Desmeurs. Marie Desmeurs, voilà. Bon, enfin, vous êtes bien traité là-bas, ça. Oui, absolument. Je souffre, comme vous pouvez le voir. Si quelqu'un veut parler ou poser une question, on peut le faire. Sinon, on peut garder un peu de temps pour des dédicaces éventuellement, si vous avez le temps. Très bien, je le fais. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, bravo. Merci à vous, Nicolas. Merci beaucoup.